Histoire La petite fille de la sorcière. Première partie. Dans une vallée verdoyante entre deux versants de montagne se trouvait un petit village couronné par le château d'Eppenheim, qui se dressait à flanc de montagne, construit sur des dalles rocheuses en saillie. Les vieilles maisons pittoresques du village, avec leurs toits rouges inclinés et leurs murs aux poutres noires, formaient un joli tableau sous le soleil de mai alors que le comte Karl d'Eppenheim traversait la route pavée, monté sur son cheval blanc orné de franges écarlates. Les buissons de lilas étaient en fleurs, l'air était doux de leur parfum, les cytises répandaient leur pluie d'or. Entre les maisons, les cerisiers des petits jardins répandaient leurs fleurs comme la neige. À l'extrémité du village se trouvait une maison un peu plus grande que les chaumières des paysans, avec de nombreux pignons et coings. Cette maison était entourée de tous côtés par une épaisse haie de bruyères. Le comte savait qu'il appartenait à une vieille femme que l'on disait être une sorcière. Là, elle avait vécu toute seule, à l'exception de ses 7 chats, de ses 7 corbeaux, de sa volaille, célèbre pour la taille remarquable de ses œufs, et de sa petite fille Babette. Le comte Karl avait appris que la vieille femme était morte, car il y avait eu beaucoup de bruit à propos de son enterrement. Les villageois avaient dit que, comme elle était une sorcière notoire, elle ne devait pas être enterrée dans un terrain consacré. Mais comme la vieille dame avait laissé de l'argent à l'église, sa pierre tombale fut quand même érigée dans le petit cimetière. Les garçons du village ont déclaré qu'ils l'avaient vue chevauchant un balai au-dessus du clocher de l'église. Mais le comte ne croyait pas à ces récits. Il se demandait ce qu'était devenu l'enfant. C'était l'enfant la plus jolie, mais aussi la plus espiègle et la plus mal élevée du village. Alors que le comte approchait de la maison, il entendit des voix qui criaient et grondaient. Puis il vit une étrange scène de chasse. Les chasseurs n'étaient pas des hommes, mais des femmes munies de bâtons et de balais, et la créature poursuivie n'était ni un lièvre ni un renard, mais simplement une petite fille. Oui, c'était la petite Babette, la petite fille de la sorcière. Elle faisait une belle danse aux grosses paysannes. Il n'était pas du tout habitué à courir et était obligé de s'arrêter toutes les quelques minutes pour halter. Puis Babette dansait juste devant eux, faisait des grimaces coquines et, oh, fi, tirait sa petite langue rouge. Ses cheveux flottaient au-dessus de sa tête dans la brise fraîche, jusqu'à ce qu'elle ressemble à une grande fleur aux pétales frisés. Parfois, elle s'arrêtait et brandissait son petit poing vers ses poursuivants, puis elle s'envola à nouveau. Elle connaissait tous les coins et recoins du jardin, et c'était à son avantage. Le comte fit une pause, rit, puis sonna dans son corps. Instantanément, tout le monde s'est arrêté comme s'il s'agissait d'images vivantes. Salut. Oh. Venez ici. Braves gens. Ils pleurent. Les femmes arrivèrent aussitôt, essuyant leurs visages brûlants avec le coin de leur tablier, soufflant et soufflant comme autant de gros phoques. Babette se tenait à bonne distance, mais suffisamment près pour entendre tout ce qui se passait. S'il vous plaît, monsieur, dit l'une des femmes avec une révérence, comme votre seigneurie le sait, la grand-mère de l'enfant est morte et enterrée. L'enfant a vécu ici toute seule pendant 4 jours, elle n'a jamais mangé une bouchée ni un souper. Elle mourra de faim. Ici Babette rit. Elle se cache dans les buissons comme le chat sauvage qu'elle est. Babette, petite Babette, viens ici, mon enfant, dit-il en interrompant le récit de la vieille femme. Elle vint aussitôt, obéissant à son doux commandement. Elle lui lança un regard de ses yeux marron foncé, soulevant ses longs cils noirs, et son cœur fut immédiatement capturé.
Il aimait beaucoup les enfants, mais il n'en avait aucun. Voilà un bel enfant qui semblait tout fait pour lui. Aucune des femmes avant lui ne souhaitait vraiment la garder. Car il la craignait, ainsi que le pouvoir supposé de sa grand-mère décédée. Pendant ce temps, l'enfant se tenait près du comte et commençait à caresser sa belle manche brodée. Elle finit par glisser sa petite main dans la sienne. Cela a réglé le problème. Eh bien, il faut voir ce qu'il faut faire pour l'enfant. En attendant, je l'emmènerai avec moi au château. Elle semble vous avoir tout plutôt excité, dit-il malicieusement au plus rouge et au plus gros des enfants. Femme, une gamine du diable, je l'appelle. Marmonna-t-elle en retour, entre ses dents. Chut, dit Monseigneur avec indignation. Elle ressemble plus à un petit ange, et en effet, à ses paroles aimables, son petit visage était devenu très doux. Tandis qu'il remontait à cheval et soulevait Babette pour la placer devant lui, elle se mit à pleurer amèrement. Pourquoi, petite? Qu'est-ce qui as-tu? Il a dit. As-tu peur? Non, oh, 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 dit Babette. Mais je ne veux pas m'éloigner de ma belle maison. Vous aurez une maison bien plus belle et tout ce que vous pourrez désirer sera à vous, a-t-il déclaré. Eh bien, tu aurais été affamé là tout seul? Pauvre petite chose. Oh non, dit Babette. Car le qui? C'est ma poule de compagnie, tu sais, a toujours pondu les plus gros œufs pour moi. Alors je fais un petit trou et je les suce ainsi. Elle rejeta sa tête bouclée en arrière. Alors je n'ai jamais faim ni soif. Point. Oh, qui nourrira le qui? Et tous les bébés poulets. Et mes chats? Continua-t-elle et se remit à pleurer. Nous allons les chercher tous au château, dit sa seigneurie d'un ton consolateur. La route montait toujours plus haut, jusqu'à ce qu'ils atteignirent enfin la porte du château. Les lourdes portes étaient ouvertes pour les recevoir. Il y avait un joli jardin en terrasse devant, où se pavanaient des paons qui hochaient la tête comme s'ils connaissaient Babette. Un chien jaillit en aboyant à la rencontre de son maître. Le comte Karl lui tapota la tête, puis il releva Babette de son cheval et la conduisit par la main dans le château. Bienvenue à Eppenhain, ma petite servante, dit-il formellement mais gentiment. Son petit cœur battait vite. Car elle était timide, comme toutes les créatures sauvages et indomptées, et ne savait pas ce qui pourrait lui arriver ensuite. Le comte écarta le lourd rideau qui pendait devant l'entrée d'une chambre, et là, dans une niche profonde, était assise une dame vêtue d'une riche robe de velours vert avec des manches bouffantes et une chaîne en or autour du cou. Elle travaillait à la broderie sur un châssis. Elle se leva aussitôt au moment où son mari, car c'était la comtesse elle-même, entrait dans la chambre, et poussa un cri de surprise en apercevant l'enfant. Eh bien? Quelle sale petite chose as-tu ramassée? Renvoie-la immédiatement, dit-elle impérieusement. Ne me touche pas, mon enfant, alors que Babette tentait de caresser sa grande robe. Or le comte n'avait pas remarqué que Babette était très sale, que son tablier rouge pendait en lambeaux et que ses cheveux n'avaient pas été peignés depuis plusieurs jours. Il fut un peu surpris et vit qu'il avait été téméraire. Elle sera lavée et habillée correctement, et alors vous verrez, dit-il. Il n'osait pas lui faire part de ses projets tout de suite. Il fit venir sa vieille nourrice, qu'il avait élevée enfant, et lui confia l'enfant. La pauvre femme a vite eu les mains pleines, je peux vous le dire. Autant essayer d'habiller un lièvre en Babette. Elle ne restait pas une seconde immobile, et quant au bain, elle semblait en avoir assez peur. Cependant, plusieurs servantes furent appelées et Babette fut baignée malgré les coups de pied et les cris. À peine fut-elle dans l'eau qu'elle commença à barboter comme un bébé et à s'amuser finement.
C'était presque aussi difficile de la faire sortir que de la faire rentrer. Quelques vieux vêtements ayant appartenu à la sœur du comte ont été confectionnés. Babette les trouva très bien et parut très contente. Elle caressa la joue de la vieille nourrice, la lui jeta sous le menton et sauta violemment sur son genou, me brisant presque les vieux os, comme la nourrice raconta plus tard. Ce sont ces boucles qui posaient le plus de problèmes. Il faudrait plus d'une journée de brossage pour les remettre en ordre. Pendant ce temps, le comte Karl expliquait à sa femme qu'il comptait adopter Babette et l'élever comme sa propre fille. La progéniture d'une sorcière sans ascendance familiale, s'exclama sa femme. Dois-je être la mère d'un gosse de sorcière? À ce moment-là, le gamin de sorcière entra dans la pièce, faisant une drôle de révérence, comme l'infirmière lui avait appris à le faire, juste devant la porte. Elle était très jolie dans sa robe décolletée, brodée de blanc, avec une ceinture couleur cerise, le visage rougi après le bain. Même madame était obligée de reconnaître qu'elle était une enfant plutôt adorable. Comment t'appelles-tu, mon enfant? Dit-elle avec condescendance. Je ne t'aime pas, dit Babette en tirant la langue. Babette, dit sévèrement le comte, si tu es une bonne petite fille et si tu fais ce qu'on te dit, tu peux rester ici avec nous, et cette dame sera ta mère, et moi ton père. Alors tu seras amenée. Devenez une dame au lieu de devenir une petite fille païenne et sauvage des bois. Babette resta un moment immobile, comme si elle réfléchissait. Puis elle baisa gravement la main de Monseigneur. La comtesse étendit ses doigts blancs de lys, et Babette les embrassa aussi, mais timidement, car elle craignait une rebuffade. Juste à ce moment, un bruit de grattement et de miaulement se fit entendre à la fenêtre. Babette vola pour l'ouvrir et entra. Qu'en pensez-vous? 7 chats, la queue en l'air, se frottant confortablement contre la vitre. Oh mon cher Fudson, cher Silverpaws, comme je suis heureux de vous voir! S'écria Babette, et elle les embrassa tous. Et ensuite, dit la pauvre comtesse en levant les mains avec horreur. Au bout de quelques minutes, on frappa à la fenêtre, cette fois. Répétez, c'étaient les corbeaux. Cependant, ils ne s'aventurèrent pas dans la pièce. Ils avaient peur du gros canon qui se tenait dans le coin. Ils volèrent droit vers un grand sapin, et là ils bavardèrent comme d'habitude, cachés par les branches sombres. Le spectacle le plus drôle de tous était l'arrivée des volailles. Les coqs marchaient les premiers avec un air d'importance et d'autorité. Les bébés bantams étaient assis sur le dos de leur mère. Tout le cortège gravit péniblement la colline jusqu'au château et entra par la porte de la cour. Les domestiques les regardaient avec étonnement. Eux aussi dirent, et ensuite. Cependant personne ne grogna, pas même la comtesse lorsqu'elle en entendit parler, car ses invités étaient les bienvenus. Les poules des vieilles sorcières étaient réputées pour la taille de leurs œufs. Ils avaient souvent été achetés pour être utilisés au château. Maintenant, 7 heures sonnaient. Il est grand temps que les petites filles soupent et se couchent, dit madame, et la nourrice fut appelée et emporta de nouveau Babette. Un beau lit de camp en bois, peint en blanc et or, se dressait dans la chambre où devait dormir Babette. On l'appelait encore la crèche, car le comte et sa sœur y avaient dormi étant enfants. L'infirmière la persuadait de laisser 5 des chats dormir dehors dans la grange, mais elle suppliait si fort d'avoir Fudson et Silverpaws que la nourrice envoya chercher une botte de foin, et les 2 chattes dormirent dans un coin de la pièce pour l'empêcher d'avoir le mal du pays. Babette s'est glissée hors de son lit à 6 heures le lendemain matin. Elle s'habilla en toute hâte. Elle avait tellement hâte de voir son nouvel environnement.
Cela lui semblait être un rêve merveilleux ou un de ces contes de fées que sa vieille grand-mère lui avait si souvent racontés. Hier, la petite Babette sauvage, dont personne ne se souciait et que tout le monde méprisait. Aujourd'hui, la propre fille du conte. Elle essaierait d'être si bonne, plus jamais méchante. Elle lissa un peu ses cheveux avec ses doigts. Elle ne jugeait pas nécessaire de se laver. Puis elle descendit le grand escalier en chaîne suivi de ses 2 chattes. Quand les jeunes domestiques la virent, ils commencèrent à la taquiner sans pitié et à tirer la queue des chats. Alors Babette se mit très en colère. « Laissez mes chats tranquilles. Voulez-vous » dit-elle. Elle tapait du pied, faisait des grimaces laides et utilisait de gros mots. Finalement, elle échappa à ses persécuteurs et se dirigea vers le jardin. Ici, elle était seule. Elle s'est assise et a pleuré de rage et de chagrin. Elle avait voulu être si bonne, mais c'était très dur quand les gens étaient si horribles. Cependant, elle entendit un coq venant du poulailler et s'enfuit là-bas, oubliant ses ennuis. Elle fut accueillie par un chœur de voix mélodieuses. Ils ont fait un tel bruit qu'ils ont réveillé madame de sa confortable somnolence matinale. Lucky avait pondu un immense œuf. Elle le fit rouler avec fierté aux pieds de sa jeune maîtresse, qui se mit aussitôt à en sucer le contenu. Les corbeaux descendirent pour la saluer et elle caressa leur plumage brillant. Les 5 chats étaient toujours enfermés et miaient amèrement. Babette a heureusement rencontré l'un des jardiniers qui a ouvert la porte de la grange et libéré les captifs. Ils la suivirent dans la grande cuisine aux casseroles en cuivre luisante, ronronnant et se frottant contre ses jambes. Babette a cajolé le cuisinier jusqu'à ce qu'il lui donne 7 soucoupes de lait. Puis il y eut un grand claquement de lèvres. Lorsque l'infirmière se réveilla comme d'habitude à 7 heures, elle fut effrayée de constater que sa petite charge avait disparu. Quel enfant dont je devrais m'occuper dans ma vieillesse. Elle gémit. Et pourtant elle prend aussi. Comme elle avait l'air douce, recroquevillée dans le vieux lit de camp. Elle apprit bientôt par les domestiques ce que faisait Babette. L'enfant fut donc saisi, lavé et brossé de nouveau, et vêtu d'une robe raide à volants blancs. Tout à fait sobre et respectable, notre petite fille sauvage avait l'air lorsqu'elle descendait après le petit déjeuner voir Monseigneur et Madame dans la salle à manger. Elle s'assit sur le haut canapé à dossier droit et joua avec les têtes de lion sculptées, et n'eut jamais un mot à dire jusqu'à ce que le comte lui présente une poupée qu'il avait dénichée parmi de vieux trésors. Il était jaune à cause de l'âge, mais sa robe était de satin et elle portait de petits souliers dorés. Pour Babette, qui n'avait jamais eu de poupée, cela paraissait vraiment très joli. « Est-ce vraiment pour moi ?» demanda-t-elle sur un ton d'extase. Elle a été parfaitement bien toute la matinée, jouant avec lui lavant le visage, l'habillant et le déshabillant, et le mettant au lit comme les petites filles aiment le faire. Au dîner, elle choquait la compagnie polie en mettant sa nourriture dans sa bouche avec ses doigts, des fourchettes et des cuillères qu'elle ne savait pas manier. On l'envoya donc dîner avec les domestiques qui se moquèrent encore d'elle, au point qu'elle s'emporta et déclara avec beaucoup de larmes qu'elle s'enfuirait. Alors ils eurent peur que Monseigneur n'entende le bruit, et la calmèrent et la caressèrent jusqu'à ce qu'elle se taise à nouveau. Ils ne voulaient pas être méchants. Ils étaient seulement stupides et trouvaient son caractère amusant. Eh bien, les jours passèrent, et Babette devint plus douce et docile, et abandonna beaucoup de ses folies. Elle ne vit que peu de choses de la comtesse, mais elle commença à admirer la dame grave et silencieuse et à désirer ardemment une réponse à son affection. Monseigneur était le meilleur ami et protecteur de Babette dans tous ses ennuis d'enfant. Tout le monde disait qu'il était très amoureux de l'enfant.
Il jouait au ballon avec elle dans le jardin, quelle que soit sa dignité chevaleresque, comme le faisait remarquer sa femme. Babette connaissait tous les animaux du château et les régnait comme une petite reine. Elle s'approchait des fiers pans et leur disait impérieusement: « Écartez vos queues, ou je vous frappe la tête, ces idiots. » Et ils lui obéirent docilement immédiatement. Elle avait une grenouille de compagnie dans l'étang, et un jour, alors que le jardinier la grondait pour avoir cassé quelques-uns de ses beaux lys, elle la lui fit tomber dans le cou, à son horreur et son dégoût. Pour cela, elle a été fouettée et mise au lit. Je pense qu'elle le méritait amplement, n'est-ce pas? Le jardin à l'arrière du château donnait sur la forêt dense qui couvrait les montagnes. Babette s'asseyait sur le mur de pierre et regardait les ombres profondes, comme si elle pouvait y voir des choses invisibles aux autres. Elle savait comment appeler le cerf. Un jour, elle attira un beau cerf dans le jardin. Elle fit une guirlande de bleuets et de marguerites et la jeta sur ses bois, puis elle sauta sur son dos, tenant à la main une digitale rouge comme fouet, et galopa dans le jardin en chantant et en criant: « Regardez-moi! Regardez-moi! Je suis la reine des fées. » La comtesse elle-même avouait qu'elle n'avait jamais vu un plus joli spectacle. Mais ensuite elle soupira profondément et dit à son mari qu'elle craignait que tout n'aille pas bien avec l'enfant. Le comte partageait dans une certaine mesure ses craintes, et la nourrice avait pour ordre de ne jamais la quitter des yeux. L'infirmière avait vu à plusieurs reprises un homme étrange qui observait Babette par-dessus le mur alors qu'elle jouait seule dans le jardin. Elle aussi se sentait nerveuse et anxieuse à propos de sa petite charge. Partie de les années passèrent, Babette devint une grande et charmante jeune fille. Elle a appris à lire, à écrire et à jouer de la harpe. Elle savait même parler un peu le français, qui était alors la langue à la mode à la cour. De sorte qu'avec ses réalisations, elle était considérée comme une bonne dame, bien au-dessus des enfants du village, qui l'avaient autrefois méprisée. Un beau soir, elle avait alors environ 16 ans, elle se promenait avec sa vieille nourrice dans la forêt, non loin du château, cueillant des myrtilles et se chantant des chansons de sa composition. Le bois était très calme, pas une feuille ne bougeait. Le soleil couchant brillait derrière un hêtre, formant une étoile brillante aux couleurs irisées qui éblouissait ses yeux. Elle entendit un bruit soudain comme celui d'une toux, les buissons près d'elle bruissaient. Elle eut peur et cria: « Infirmière! Infirmière !» d'une voix tremblante. Tandis qu'elle parlait, un homme sortit du bois et la saisit par le bras. L'infirmière a commencé à crier, mais l'homme leva le bâton qu'il avait à la main, et elle resta comme pétrifiée. Le courage de Babette était toujours à la hauteur des situations d'urgence. Elle regarda l'homme de la tête aux pieds. Il était vêtu de vert, avec une plume rouge sur son bonnet. Ses cheveux étaient foncés et bouclés. Ses yeux étaient grands et auraient été beaux s'il n'avait pas un air sauvage et sinistre que Babette n'aimait pas, et il plissa légèrement les yeux. Elle semblait se souvenir de son visage, mais où et quand elle l'avait vu auparavant, elle ne le savait pas. Sa première pensée fut qu'il devait être un sorcier comme l'un de ceux dont sa grand-mère lui avait raconté des histoires. « Qui es-tu » dit-il en la secouant légèrement. « Je suis Babette, fille du comte Karl d'Eppenhain, dit fièrement Babette. La fille d'un comte, une belle histoire, la petite fille de la sorcière, tu veux dire, dit-il avec emphase, et Babette frémit. Viens avec moi, mon enfant, continua-t-il, tu dois me suivre maintenant, bien me servir et préparer mes dîners. J'ai connu ta vieille grand-mère et je t'ai souvent vu enfant. Tu étais un petit lutin, dit-il. Maintenant,
Il est grand temps que tu apprennes à être utile. Ils ne feront que te tourner la tête et t'apprendre des bêtises là-haut au château. Tu dois m'accompagner maintenant. Puis il se tourna vers la pauvre nourrice et lui dit. Dans une demi-heure, tu seras libre de retourner au château. Adieu. Il fixa ses yeux étranges sur la nourrice, qui s'évanouit, et ainsi elle fut retrouvée exactement une demi-heure après par la bonne, qui l'avait suivie pour lui dire que le souper était prêt. Vous imaginez la consternation au château. C'était la pauvre comtesse, qui avait été si froide avec Babette, qui semblait le plus ressentir. Elle s'assit et cria. Oh Babette, reviens, reviens, ma chère, et je serai pour toi une vraie mère. Effectivement je le serai. Le comte entreprit immédiatement des démarches pour la récupérer. Les forêts étaient fouillées de part en part par ces hommes. Mais ils ne purent découvrir la moindre trace. Les 7 corbeaux dirent « Co, co », et se mirent aussitôt à sa recherche. Le lendemain, Fudgeon, Silverpaws et les autres chats disparurent. Lucky et plusieurs poules de la vieille sorcière ont également manqué. Il était évident qu'ils avaient tous suivi Babette, et qu'elle devait être vivante quelque part. Mais où? Telle était la question. Là où la magie opère, c'est toujours une affaire difficile. Un jeune homme intelligent a fait remarquer que si l'on pouvait retrouver ses animaux de compagnie, alors on pourrait retrouver Babette. Mais cette brillante idée ne servit pas à grand-chose, car ils furent tous perdus. Pendant ce temps Babette suivait son étrange guide avec bien des appréhensions et de tristes serrements de cœur. Ils n'étaient pas allés bien loin lorsqu'ils arrivèrent dans une chaumière dans la forêt, entourée, comme le jardin de sa grand-mère, d'une haie de bruyères. Maintenant, je dois vous dire que Babette était tombée sous le pouvoir d'un sorcier réputé, et qu'il avait le pouvoir de rendre tout ce qui se trouvait dans cette haie de bruyères invisible et intangible pour ceux de l'extérieur. De sorte que la pauvre Babette y serait enfermée avec plus de sécurité que dans une forteresse aux barreaux de fer. Elle ne s'en rendit pas compte au début, elle a appris à le comprendre plus tard, lorsqu'elle s'est familiarisée avec le sorcier, ou Monsieur Squint-Eyes, comme Babette l'appelait, et ses manières. La haie était si épaisse et si haute, et les épines si énormes, qu'il lui était impossible à Babette de songer à se faufiler à travers elle et à s'enfuir. Le sorcier écarta cette haie avec sa baguette. Il se referma derrière eux lorsqu'ils entrèrent. Le jardin du cottage était aménagé en parcelles de légumes. On n'y voyait pas une fleur. Mais il y avait des arbres fruitiers avec des pommes mûres, des poires, des prunes et des nèfles. Car c'était le début de l'automne. Ils entrèrent dans le petit salon qui parut sombre et lugubre à Babette. Monsieur Louchieux jeta une chope de bière qui se trouvait sur la table et lui dit d'aller se coucher. La pauvre fille avait faim, car les myrtilles ne sont pas très satisfaisantes et c'était l'heure du souper. Mais elle gravit les escaliers étroits, trop effrayée pour dire un mot. Elle trouva une petite chambre avec un lit blanc, un miroir, très sombre, vieux et étrange, avec des chandeliers de chaque côté, ainsi qu'un lavabo primitif. Alors qu'elle commençait à se déshabiller, un sentiment de peur et de solitude l'envahit. Elle pensa à son heureux foyer d'Eppenheim et au comte, et des larmes brûlantes commencèrent à couler. Pourtant, elle avait l'habitude de voir les choses du côté joyeux. Ils me retrouveront sûrement demain, se dit-elle. Elle savait qu'elle ne pouvait pas être loin. Le lendemain matin, elle fut réveillée par des coups bruyants à la porte. L'horrible homme qui l'avait volée passa la tête par l'intérieur. « Levez-vous, paresseux, dit-il,
Et veillez à mon petit déjeuner. Babette descendit précipitamment et trouva une petite cuisine avec une porte donnant sur le jardin. Il y avait un tas de bois séché juste devant la porte et, après de nombreuses tentatives, elle réussit à faire du feu. Elle remplissait la lourde bouilloire en fer avec la pompe située dans la cour, rendant sa jolie robe toute noire. C'est vrai, c'est comme ça que les femmes devraient travailler, dit froidement le sorcier. Babette s'indigna et pensa qu'il pourrait lui proposer de l'aider, mais pas du tout. Il était là, appuyé contre la porte, fumant sa longue pipe, image de la paresse. S'il te plaît, où est le café? Dit Babette. Utilisez vos yeux et vous le trouverez, a déclaré son hôte poli. Puis elle aperçut sur une étagère un pot étiqueté « Café », et à proximité le moulin à café. Babette broyait les haricots jusqu'à ce qu'elle ait le visage rouge. Puis elle attendit que l'eau bout. Pendant qu'elle s'occupait du café, des petits pains et du beurre apparurent sur la table ainsi qu'un service à café en porcelaine bleue et blanche. La table semblait être mise toute seule, car Babette était sûre que l'homme n'avait jamais bougé de la porte. Le petit déjeuner était désormais prêt. Ils s'assirent ensemble, le sorcier ne disant jamais un mot, mais levant parfois un sourcil d'une manière particulière qui mettait Babette très mal à l'aise. Après le petit déjeuner, il sortit de la maison en disant « Nettoyer la maison, faire les lits, préparer le dîner. » Mais il n'y a pas de dîner à préparer, dit la pauvre Babette. Trouvez-le, fut la seule réponse qu'elle put obtenir de lui. Or Babette n'avait pas été remarquable par l'obéissance et la docilité, et si quelqu'un lui avait parlé ainsi chez elle, elle se serait immédiatement révoltée. Mais elle sentait instinctivement que sa sécurité ici résidait dans le fait de faire exactement ce qu'on lui disait. L'homme était à moitié fou, craignait-elle, et si elle éveillait sa colère, il pourrait lui faire du mal physiquement. Les larmes lui montèrent aux yeux. Elle se sentait tout à fait désespérée, mais c'était une fille courageuse et déterminée à tirer le meilleur parti des choses. Les légumes du jardin lui vinrent à l'esprit. Elle cuisinait des carottes. C'était facile. Des prunes cuites feraient l'affaire pour du pudding. Mais qu'en est-il de la soupe et du joint? À ce moment de ses délibérations, un lièvre fut jeté par-dessus la haie. Cela a réglé la question. De toute évidence, l'homme ne souhaitait pas mourir de faim. Mais comment puis-je lui enlever sa fourrure? Pensa Babette. Bah! Je ne pourrai jamais écorcher la créature. À ce moment-là, elle entendit avec joie un croa-croa, répété 7 fois, et là elle vit ses chers corbeaux assis sur un arbre juste à l'extérieur du jardin. Désormais, la limite de l'invisibilité n'existait pas pour les favoris de la sorcière. Ils volèrent aussitôt vers Babette. Elle leur raconta ses ennuis et leur montra le lièvre. C'est une affaire facile, dirent les corbeaux. Le lièvre a 7 peaux. Nous sommes 7 corbeaux, chacun de nous enlèvera une peau, et pourrons-nous avoir la pioche? Dirent les avides. Tout ce que vous voulez. S'il vous plaît, emportez-le et ramenez-le tout prêt à être mis dans le pot. Dit Babette. Célèbre lièvre en peau ou en pichet. Dirent les corbeaux, et ils rirent d'une voix rauque. Tais-toi, ou le sorcier t'attrapera. Dit-elle d'un ton d'avertissement. Maintenant, le dîner était prêt sur la cuisinière. Des pommes de terre qu'elle avait arrachées du jardin. Lièvre, carottes et compote de prunes. Que peut-on vouloir de plus? Pensa-t-elle et se sentit très fière. Mais soudain, l'idée de la soupe lui vint à l'esprit. Comment pouvait-elle faire de la soupe? Elle avait entendu dire que la soupe était faite d'os et d'eau. Mais elle n'avait pas d'os,
Et ces jolis petits paquets d'un sou pour faire de la soupe avec rien n'était pas inventé à cette époque. Elle a mis de l'eau chaude avec quelques carottes et un peu de persil haché et beaucoup de poivre et de sel. Elle y goûta, comme doit le faire une bonne cuisinière, et se dit, pas mal, j'ai goûté pire. Elle mit la table, et ponctuellement, à 1 heure, l'homme entra. Babette tremblait. Il se mit aussitôt au travail, c'est-à-dire qu'il s'est assis pour dîner. La soupe est arrivée en premier, ce qui était dommage. Bah, dit-il en faisant une grimace horriblement ironique. Qu'est-ce que tu veux, mon enfant? Tu veux me rendre malade? Non, oh, dit la pauvre Babette. Ne fais plus jamais une telle soupe. Sinon je vais chercher ma sœur et elle te cuisinera, dit-il avec un regard terrible. Cependant le lièvre était tendre, et quand un pot de gelée de groseille surgit, apparemment sorti de nulle part, ce fut un assez bon dîner. Les carottes étaient dures et, non grattées, comme le dit sévèrement le sorcier. Les prunes sont trop sucrées. Mais malgré tous ces grognements, elle se sentait immensément fière de son travail matinal. La maison n'a pas été nettoyée. Les lits n'étaient pas non plus faits. Mais il ne semblait pas s'en apercevoir. Il s'est allongé sur le canapé près de la fenêtre, s'est recouvert d'une peau d'ours et a ronflé bruyamment, la bouche ouverte. Babette alluma le feu et fit bouillir la bouilloire pour le thé. Puis elle se promena dans le jardin. Elle grimpa dans un poirier. De son perchoir dans les branches, elle pouvait voir au loin dans les bois. Elle se demandait quand ses amis viendraient la secourir. Puis elle a vu pour son plus grand plaisir Lucky et certains de ses coqs et poules préférés errer à sa recherche. Ils arrivèrent aussitôt. Elle leva un doigt pour imposer le silence. Elle craignait que son ravisseur ne prenne goût aux volailles rôties s'il les voyait. Alors ils se sont cachés sous la haie. Maintenant, je peux préparer des œufs brouillés pour le dîner, pensa joyeusement Babette. Fortune et Silverpaws n'eurent pas non plus de repos lorsque leur maîtresse était partie, et eux aussi se mirent à sa recherche. Lorsqu'ils atteignirent la haie de bruyère, Babette était à l'intérieur en train de préparer le thé. Ils se mirent à miauler et firent grand bruit. Les chats de la vieille femme, par tort, dit le sorcier. Ils savent une chose ou deux. Je vais les laisser entrer. En disant cela, il écarta de nouveau la haie avec sa baguette et les laissa passer. Même si Babette était très contente de les voir, elle se sentait un peu inquiète quant à leur bien-être. Cependant, le sorcier leur gratta la tête et se montra très affectueux avec eux. Il semblait avoir un faible pour les chats. Babette se sentait un peu plus heureuse maintenant que ses animaux de compagnie étaient avec elle. Pourtant son cœur était douloureux. Elle pensait à sa belle maison, à son gentil et bon père nourricier et à tous ses amis, et les larmes lui montaient aux yeux. Plusieurs semaines se sont écoulées et Babette cuisinait et lavait chaque jour dans la peur et en tremblant, comme une petite Cendrillon ordinaire. Étant allemande, elle avait l'habitude d'aider à la maison et n'était pas aussi inexpérimentée que l'auraient été de nombreuses filles anglaises. Mais jamais un mot d'éloge ne lui fut adressé par son étrange compagnon. Mais si quelque chose n'allait pas, il ouvrait la bouche et grondait durement la pauvre fille. Parti 3. Un jeune homme rentrait chez lui après une journée de chasse. Il était le fils du chevalier d'un château voisin et son nom était Sir Rudolph de Rupertsheim. C'était un après-midi chaud. La lumière du soleil dessinait un motif en damier à travers les arbres de la forêt. Son sac était lourd de gibier et il sifflait joyeusement en marchant entre les chênes et les fougères. Il avait le cœur léger et la conscience tranquille, peu d'ennemis et de nombreux amis, et à ces avantages s'ajoutait le sentiment exaltant de jeunesse et de santé parfaite. Soudain,
Il s'arrêta et regarda autour de lui, surpris. Il entendit une douce voix chanter. Les notes étaient claires et distinctes comme celles d'un oiseau, et pourtant ce n'était pas un oiseau. Qui cela pourrait-il être dans cet endroit solitaire? Il pouvait distinguer les paroles de la chanson alors qu'il retenait son souffle pour écouter. Une jeune fille solitaire. Moi? Je suis assis ici et je sanglote et je soupire. Aucun homme que mon visage ne peut voir? Ah? Qui me sauvera? Ô manque de Marguerite. Moi. Ô ma vie gâchée. Ici je dois tristement languir. Ma jeune vie doit être cachée à toute l'humanité. Ô moi qui manque de Marguerite. Ô était un chevalier si audacieux, comme au temps ancien, au jour de chevalerie, il me délivrerait. Ô moi qui manque d'une Marguerite. Les yeux de Rudolf étaient entraînés par la chasse. Il fouilla soigneusement les bois autour de cet endroit et scruta derrière chaque buisson et chaque arbre. Mais on ne voyait rien. Son cœur battait vite. C'était une véritable aventure. Assurément, si une nymphe des bois ou une fée lui apparaissait ici, dans cette forêt solitaire, cela ne lui paraîtrait guère étrange. Alors il rassembla son courage et s'adressa à l'esprit des bois tout en pensant. Qui es-tu? Où es-tu? Il a dit. Soyez lutin des bois ou fée. Je ne vous crains pas. Je suis prêt à exécuter vos ordres. Car votre douce voix et votre détresse ont touché mon cœur. Apparaissez. Oh apparaissez. Babette, car c'était bien sûr elle, tremblait d'excitation. C'était vraiment une chance de s'échapper. Elle avait vu le jeune chasseur depuis son perchoir dans le poirier et avait inventé la chanson improvisée. Elle pensait que c'était encore plus original que sa cuisine. Elle répondit alors avec empressement. Hélas, il m'est impossible de vous apparaître. Car je suis aussi invisible que si je portais le bonnet des ténèbres de Siegfried. J'ai été volée par un horrible sorcier alors que je me promenais dans la forêt avec ma nourrice. Vous avez sûrement entendu parler de moi? Bien sûr. Sir Rudolph avait entendu parler de Babette, dont l'histoire de l'enlèvement était racontée dans tout le pays et devenait de plus en plus merveilleuse à chaque récit. Certains disaient que le diable lui-même l'avait enlevée. C'était vraiment méchant. Car Babette, quoique vive, n'était pas une mauvaise fille, comme on le sait. Es-tu Babette, la petite fille de la sorcière? Dit le jeune homme avec hésitation. Oh, ne dis pas ça. Je veux oublier ça. Dit Babette. Et il entendit un léger sanglot. Je suis la fille adoptive du comte Karl d'Eppenhain. Et oh, un méchant sorcier me tient ici invisible sous un puissant sort. Pensez-y, dit Babette en pleurant à nouveau. Je travaille pour lui toute la journée. Je cuisine et je fais toute la maison. Travail, et jamais un mot ou un regard gentil je ne reçois de lui en retour. C'est une honte. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! S'il te plaît, ne pleure pas. Je ne peux vraiment pas le supporter, alors que je ne peux même pas te voir pour te réconforter, dit tendrement Rudolf. Dites-moi quoi faire. Dois-je tirer sur le sorcier? Non. Bien sûr que non. En plus, il est invisible aussi. Vous pourriez nous traverser tous sans remarquer de différence, tant le sortilège est subtil, dit Babette. Rudolf faisait partie de ces mortels particulièrement doués chez lesquels le sens des choses invisibles est aussi clairement développé que les sens de la vue et de l'ouïe. Il n'a jamais douté de la réalité de Babette, même si je pense qu'un jeune plus contemporain l'aurait certainement fait et aurait pensé que son imagination lui jouait des tours. Il se sentait très affligé et perplexe, mais ne trouvait aucun moyen de sortir de cet étrange dilemme. Mais une inspiration est venue à Babette. Va voir Merle, dit-elle.
Si tu veux vraiment m'aider. C'était une amie intime de ma grand-mère, et c'est une fée puissante et elle peut peut-être nous aider. Quel est ton nom, brave jeune? Elle a continué. Sir Rudolph de Rupertsheim, répondit-il. Eh bien? Je connais bien votre mère. Mais vous étiez en voyage avec votre père lorsque j'ai visité votre château. Mais vite. Il ne faut pas retarder les choses par une conversation, même s'il est terriblement agréable de parler à un véritable être humain. Encore. Sa voix semblait proche et pourtant lointaine. Une sorte de conversation curieuse, pensa Rudolph. Où puis-je trouver Merle? Dit Rodolphe. Et est-ce qu'elle ne va pas me faire tomber de la poix sur la tête? Je ne devrais pas être doué pour secouer les couettes. Tu vois. C'est absurde. Elle ne s'attend pas à ce que vous fassiez quelque chose de pareil. Elle est très gentille et amicale. Elle habite sur la montagne Rosser, tout près de votre château. Chut. Chut. Pars maintenant. Mon tyran se réveille. S'il nous soupçonnerait. Allez. Allez. Un silence complet et quelque peu contre nature s'ensuivit, comme une de ces pauses gênantes dans la conversation lorsque nous recevons pour la première fois des interlocuteurs raides. Alors Rudolph prit la précaution de marquer la position des arbres dans cette partie du bois. 3 grands sapins dressaient la tête parmi les hêtres et les chênes. Il a ainsi coupé une croix sur chacun d'eux, car les arbres sont tellement trompeurs. Cette marque est l'ancien symbole du culte de Mitra, 2 haches placées de côté signifiant le coup de feu. C'est un signe ancien connu et respecté des fées. Il espérait donc que les bonnes gens le verraient et feraient avancer sa quête. Sur l'un des sapins étaient rassemblés les corbeaux. Ils ont croqué 7 fois pour indiquer leur volonté d'apporter leur aide à Rudolph. Le sorcier regarda Babette attentivement ce soir-là. L'espoir nouveau-né, peut être aussi, la vue du bel inconnu avait donné une couleur supplémentaire à ses joues. J'ai peut-être encore des problèmes avec elle, se dit-il en s'éclaircissant la gorge avec un grondement. Je dois vous dire que les coqs et les poules s'étaient trahis. Ils sont restés silencieux toute la nuit, mais quand l'aube s'est levée, ils n'ont pas pu résister à un coq à doodle-doo. Puis le sorcier rit et les fit entrer. Mais rien ne leur était encore arrivé. Babette vécut les jours suivants dans une excitation contenue. Elle sentait que quelque chose devait arriver, en bien ou en mal, mais elle ne savait pas quoi. Patiente en attente. Une leçon difficile à apprendre pour nous tous, mais encore plus difficile pour une jeune fille de 17 ans qui avait été retenue si longtemps dans ce trou ennuyeux. Elle avait fêté son anniversaire dans cet endroit horrible. Pensez-y. Et elle n'a pas reçu un seul cadeau d'anniversaire. Elle s'est rattrapée ensuite en célébrant 2 anniversaires à la fois. Mais ce n'était pas si agréable. Pendant ce temps, Sir Rudolph était rentré chez lui, réfléchissant à son étrange aventure, et pleinement déterminé à demander l'aide de Merle. Doit-il d'abord se rendre au château d'Eppenheim et dire aux parents adoptifs de Babette qu'il avait découvert où Babette était emprisonnée? Il sentait que, si crédules qu'ils fussent à l'époque, ils se contenteraient de se moquer de lui et de considérer l'histoire comme hors du champ du possible. On pourrait même suggérer qu'un tonneau de vin du Rhin avait brouillé son intelligence. Non. Il rentrerait chez lui au château de Rupertsheim, dînerait et y réfléchirait. Il rentra donc chez lui, et il était si silencieux et rêveur, et son appétit, qui était habituellement de proportions héroïques, était si petit que sa mère se sentait très inquiète pour lui. Tu n'es pas ensorcelé, Rudy chéri? Demanda-t-elle anxieusement, comme on pourrait lui demander s'il était un peu contrarié. Je ne suis pas sûre, maman. Peut-être que je le suis.
Il répondit au désarroi de la bonne dame. Après l'avoir aspergé de diverses herbes, elle a insisté pour qu'il boive du thé aromatique désagréable lorsqu'il se couchait. Comme elle y avait mis des pattes d'araignée et quelques objets de choix de ce genre, Rudolf demanda à pouvoir l'emporter avec lui à l'étage. Alors j'ai le regret de dire qu'il a trompé la bonne dame en le versant par la fenêtre. Je pense plutôt que vous ou moi aurions pu faire la même chose dans les circonstances, même si c'était sans aucun doute une erreur. La pleine lune brillait dans la petite fenêtre du pignon de la tourelle. Il se débarrassa de la somnolence et de la fatigue très naturelle qui résultait de sa nuit de chasse, ôta ses vêtements souillés et s'habilla dans son beau costume de velours de cour avec la belle dentelle sur le col. Il ouvrit la petite fenêtre, se faufila, heureusement qu'il était petit pour un chevalier allemand, à travers les barreaux de fer et grimpa sur le toit avec difficulté, pour ne pas dire avec danger. Puis il rampa sans bruit le long des murs du château, craignant d'être interpellé par le gardien du château lors de ses rondes nocturnes. Mais le gardien venait tout juste de déguster son 7e verre de bière blonde et n'était pas très friand de surveillance. Alors qu'il tombait hors des murs, son chien préféré se mit à aboyer et à supplier de l'accompagner. Mais Rodolphe n'osa pas le laisser sortir, de peur de créer du désordre. Il gagna bientôt le petit sentier qui traversait Eppenhain, puis à travers champs jusqu'au bois qui habillait le Rosser. De gros nuages avaient obscurci la lune. Mais il n'avait pas peur. Il était tellement habitué au bois qu'il pouvait distinguer une créature d'une autre simplement par ses mouvements. Dans sa main, il portait une lanterne sombre. Un chemin accidenté, couvert de rochers et de pierres, menait au sommet de la montagne. Alors qu'il marchait prudemment, une chauve-souris le frappa au visage alors qu'elle avançait en trébuchant. « Salut. Oh. Reste là, mon vieux. » dit Rodolphe. Il entra maintenant dans la partie du bois où les hêtres et les chênes poussent si étroitement les uns contre les autres qu'à midi le ciel semble vert plutôt que bleu. La lune brillait soudainement, et il aperçut à sa lumière une tête horrible sans corps qui semblait lui sourire du milieu des sous-bois. Son cœur s'est arrêté un instant, puis il a ri de ses peurs. Car il vit que ce n'était qu'une vieille souche d'arbre grotesque, comme on en voit si souvent dans les bois. Soudain, il aperçut une lumière brillante à travers les arbres, comme si l'un des buissons était en feu, ou s'agissait-il simplement des rayons de lune brillant sur une clairière humide? Pendant un instant, tout fut calme, puis des éclairs traversèrent son chemin, révélant un énorme géant à l'air maladroit qui se tenait debout avec un gourdin levé sur le chemin, comme s'il allait se briser la cervelle. Aussi courageux que fut Rudolf, il ne voulait pas courir le danger. Il se détourna donc dans les bois, espérant trouver bientôt un autre chemin qui ne serait pas ainsi barricadé. Puis des voix semblaient se moquer de lui et se moquer de lui, et il eut la désagréable sensation d'ombres sombres, bougeant à mesure qu'il bougeait, des ombres sans substance. La pluie tombait, une pluie torrentielle, comme les forêts adorent. En quelques minutes, il était mouillé jusqu'au haut, aussi mouillé que s'il s'était plongé dans la rivière tout habillé. Naturellement, c'était sa vanité qui en était responsable. Avec ses solides vêtements de chasse et ses épaisses bottes de cuir, même un déluge n'aurait pas pu le mouiller. De plus, l'air était serré et étouffant, et il s'était égaré. Tout cela pour le bien d'une jeune fille invisible. Et si elle était aussi vieille et laide que Fräulein Kunigunde dont Heinrich von Kleist a parlé? D'une manière ou d'une autre, il sentait que c'était impossible. Mais même s'il en avait été ainsi,
Sa galanterie naturelle ne l'aurait pas abandonné, et nous espérons qu'il aurait encore cherché à la délivrer. Un chevalier chrétien est prêt à aider toutes les femmes, qu'elles soient jeunes ou vieilles, riches ou pauvres, simples ou jolies. La pluie avait cessé. Mais il y avait un sentiment d'oppression dans l'atmosphère. Un hibou aux yeux qui ressemblaient à des charbons ardents le regardait depuis une branche d'un chêne, disparaissant à son approche. Un renard? Non. Il était trop gros pour un renard. C'était un loup. Il y avait vraiment des loups dans les bois du Taunus à cette époque. Qui s'approcha de lui en grondant. Rudolf avait son arme prête, mais la créature s'éloigna dans les ombres les plus sombres, grondant et grognant au fur et à mesure. Dans l'ensemble, je ne peux pas dire que ce fut une promenade agréable. Je ne pense pas qu'aucun d'entre nous n'aurait apprécié cela tout seul en pleine nuit, n'est-ce pas? À ce moment, un éclair tomba sur un arbre juste sous les yeux de Rudolf. Il se signa involontairement et marmonna un paternoster. Une accalmie suivit la tempête. Le ciel était à nouveau clair. Rodolphe distingua à la lueur de sa lanterne une tache triangulaire formée par 3 sentiers qui se croisaient. Il était dépourvu de toute végétation. Des cendres noires étaient entassées au milieu, comme si des bohémiens y avaient récemment allumé un feu. Une impulsion irrésistible le poussa à entrer dans ce triangle, même s'il avait l'impression que de longs bras fantomatiques tentaient de le retenir. À peine eut-il atteint cet endroit qu'il tomba dans un profond sommeil où s'évanouit. Lorsqu'il se réveilla, il vit une lumière merveilleuse près de lui, et au milieu de la lumière qui semblait rayonner de sa présence, se trouvait une belle dame aux longs cheveux blonds ondulants. « Vous êtes désormais en sécurité dans mon royaume, dit-elle. Vous avez dépassé la frontière entre les puissances du bien et du mal et vous avez laissé derrière vous les dangers de la nuit. Oh, peux-tu me dire où trouver Merle, belle fée? Il a dit, assez facilement, car je suis Merle. Elle a répondu. Je sais pourquoi tu es venu ici et je suis prêt à t'aider. Elle lui prit la main et il se leva d'un bond, s'inclinant profondément devant la charmante dame. Tous les mauvais rêves qui l'avaient perplexe s'enfuirent comme la veille au soir, et il aurait pu crier au rat. Pour la joie et le bonheur. Il avait une confiance inébranlable dans la victoire finale du bien sur le mal, si nécessaire pour nous aider à réussir dans ce monde aux lumières à carreaux. Il marcha un peu avec Merle, jusqu'à ce qu'ils arrivèrent à une tonnelle faite de chèvrefeuilles et de roses sauvages, entourée de massifs d'onagres, autour desquels voltigeaient des papillons lumineux. Ils y entrèrent, et elle s'assit et le regarda, jusqu'à ce qu'il soit complètement submergé par sa beauté. Il s'était attendu à voir une vieille sorcière boitiller avec un bâton et à avoir des couettes à faire. Il y avait en effet des oreillers en plumes dans la tonnelle, très douillets et moelleux. C'était délicieux de discuter avec une telle femme dans un tel endroit, même s'il n'y avait pas de Babette au monde. Merle commença à parler, sa voix ressemblait au murmure des sapins. J'ai entendu dire que la jolie petite Babette était tombée au pouvoir d'un méchant homme. Il a volé le livre magique chez sa grand-mère à l'époque où la vieille dame était malade et faible, peu avant sa mort. Il n'a pu que faire quelque sorcellerie, par exemple, pour rendre les choses invisibles. Ce n'est pas un vrai sorcier, donc si vous obtenez le livre, le pouvoir vous appartiendra. Mais je vous conseille fortement de ne rien avoir à faire avec magie, c'est très dangereux, mais de me rendre le livre, à qui, en effet, il appartient de droit. N'ayez pas peur de cela, Harry Rudolph. Je n'en veux pas, je ne le toucherai pas avec les pinces si je pouvais m'en empêcher. Maintenant, écoute bien mes instructions.
Au pied d'un des sapins pousse un champignon rouge, tacheté de blanc. Sur lui est assis un vieux crapaud-laid. Prends ce mouchoir. Elle lui a donné une jolie écharpe de gaze. Enveloppe-le, tenez cette bougie allumée dans votre main. Elle lui donna la jeune cime pointue d'un sapin. Elle éloignera les mauvais sorts. Quand tu auras vaincu l'homme, attache-le avec cette herbe. En disant cela, elle lui donna un fagot d'herbe argentée des bois. Alors attachez-le au plus haut des 3 sapins et laissez-le nous. Nous le punirons selon ses mérites et lui apprendrons à mieux se comporter à l'avenir. Pouvez-vous me dire quelque chose sur la belle demoiselle elle-même? Est-elle vraiment la petite fille d'une sorcière? Je pourrais bien le croire. Car en vérité, elle m'a ensorcelé. Mais qui étaient ses parents? Je voudrais le savoir pour elle-même, demanda anxieusement Rudolf. La vieille femme était en réalité sa nourrice, dit Merle. Il est vrai que cette femme avait du sang de fée dans les veines et qu'elle était instruite en magie, mais elle n'a jamais utilisé ses pouvoirs à des fins mauvaises, et quant à monter sur un balai, elle abhorrait de telles pratiques. Babette est la petite-fille du grand baron de Siebenbergen. Le baron élevait ses enfants strictement selon leur rang. Mais son plus jeune fils s'enfuit de la maison et épousa une jeune fille du village bien au-dessous de lui en rang. Son père était extrêmement en colère et refusait de la reconnaître. La jeune épouse mourut à la naissance de Babette. Le père partit désespéré à la guerre. Il confia le petit bébé aux soins d'une vieille femme qui était autrefois sa propre nourrice. Cette vieille femme, dont on parlera plus tard comme de la grand-mère de Babette, avait été pendant de nombreuses années la nourrice des enfants du château de Siebenbergen, mais elle avait été renvoyée subitement dans sa vieillesse, parce que de mauvaises langues l'avaient dénoncée comme sorcière. Il ne croyait pas à cette accusation, mais il fut néanmoins obligé de la renvoyer. Il avait à penser à sa propre réputation dans le pays, et l'accusation de sorcellerie n'était pas légère à cette époque et n'était pas si facile à réfuter. Il lui donna une belle pension et une maison confortable et ne se soucia plus d'elle. Le père de Babette a perdu tout intérêt pour la vie à la mort de sa chère paysanne bien-aimée. Il combattit imprudemment au front de la bataille et tomba couvert de nombreuses blessures. Son corps a été ramené à la maison pour être enterré et de grandes funérailles ont eu lieu à Siebenbergen. Tout le monde louait son héroïsme et déplorait sa mort prématurée, mais personne ne s'enquit de sa femme paysanne ni ne connaissait l'existence de sa petite-fille. L'acte de mariage et l'acte de naissance de Babette se trouvent dans l'église d'Eppenhain, tous dûment enregistrés et complets. La vieille nourrice devint très faible et n'était guère apte à élever un enfant aussi sauvage et plein d'entrain. Comme Babette. C'est tout ce que je peux vous dire. Vous devez trouver les papiers et vérifier par vous-même l'exactitude de l'histoire. Rudolf était profondément intéressé. Son cœur battait vite. Babette devenait de plus en plus intéressante, enveloppée dans une toile de romance. Il voulait poser davantage de questions à Mère Hall. Mais elle s'éloigna lentement. Alors qu'elle disparaissait, une voix dit « Adieu, suis le chemin de la lumière, et rien ne peut t'agresser. » Un long courant de lumière brillait de l'endroit où elle se tenait et illuminait le chemin à travers les bois. Elle brillait encore et encore dans un grand chemin lumineux, comme la lune brillant sur la mer. Rudolf rentra chez lui en marchant comme quelqu'un dans un rêve, la tête pleine d'imaginations étranges et merveilleuses. Partie 4. Rudolf se réveilla un peu plus tard que d'habitude. Car il était complètement fatigué. Sa mère ne se sentait pas si inquiète pour lui lorsqu'elle voyait la quantité de petits déjeuners qu'il prenait, mais il restait silencieux et distrait. Ses aventures lui semblaient comme un rêve fou.
Il semblait presque absurde de chercher le trois sapins, mais pourtant un désir irrésistible l'y conduisait. Sur le coup de midi, à midi, il se tenait sous eux et reconnut son propre signe, et aux joies. J'ai vu le champignon vénéneux avec le crapaud assis dessus. Sans un instant d'hésitation, il prit le mouchoir, ce qui était en soi une preuve de la réalité de l'histoire, se dit-il, et saisit l'horrible crapaud brillant, comme il se tortillait comme une chose maléfique. Et le jeta jusqu'au sol où il s'est brisé en 1000 morceaux. Ces morceaux prirent racine dans la terre, pour ainsi dire, et ressurgirent comme une multitude de champignons vénéneux tout à fait merveilleux à voir. Peut-être les verrez-vous si jamais vous rencontrez cet endroit lors de vos excursions dans les montagnes du Taunus. Puis Rudolf s'empara du champignon rouge et blanc sur lequel le crapaud était assis. Jamais un champignon n'avait sûrement été aussi solidement implanté dans la terre. Le sol tout entier semblait trembler tandis qu'il tirait dessus. Des arbres ont été déracinés dans la forêt. La terre montait et descendait comme les vagues de la mer. Finalement, il fut sorti et Rudolf tomba. L'un des grands sapins tomba aussi, heureusement dans une autre direction, sinon il aurait pu être écrasé en dessous. Lorsqu'il se releva, il aperçut avec joie une petite maison au toit rouge et une jolie jeune fille assise dans un poirier. Babette le surveillait tout le temps. Mais elle ne pouvait pas comprendre ce qu'il faisait. Elle avait failli tomber de l'arbre alors qu'il arrachait le champignon. Maintenant, elle descendit prudemment et arriva jusqu'à la haie et leurs regards se croisèrent. Dois-je dire qu'ils sont tombés amoureux, ou du moins Rudolf, au premier regard. La haie s'écarta pour le laisser passer. Peut-être que c'était à cause de la bougie féerique, ou peut-être que c'était l'œuvre de Merroll. Qui sait? Chut! Il dort. Tu es arrivé à point nommé, dit Babette. Nous devons d'abord nous procurer le livre magique, dit Rudolf en tenant fermement la branche de sapin dans sa main. Et voudriez-vous bien allumer cette bougie pour moi? Babette rit. Une drôle de bougie, dit-elle. Une bougie féerique, murmura-t-il, pour éloigner les mauvais sorts. Merroll nous l'a recommandé. Babette avait envie de danser de joie. Pouvez-vous vraiment me voir? Elle a chuchoté. Oh! Comme je suis en désordre et en haillons, vous devez me considérer comme une véritable frayeur. Je pense que tu es la plus belle femme que j'ai jamais vue, dit sincèrement Rudolf. Et Babette rougit au compliment et se sentit très adulte et importante. Je t'allumerai la bougie au feu de la cuisine. Viens. Nous allons ensemble doucement essayer de récupérer le livre de magie. Je sais où il se trouve. C'est sous le canapé où dort le vieux louche. Suis-moi. Jetez toute cette herbe, dit-elle de son ancienne manière impérieuse. Laissez-moi vous le confier, dit Rudolf. C'est aussi un cadeau de Merroll, et cela peut s'avérer utile. Ils se dirigèrent ensemble vers la maison, Babette tenant le bouquet d'herbe argentée, et entrèrent dans la cuisine. Ici Babette alluma la branche de sapin. Ça sent Noël. Il doit y avoir de bons moments à venir pour ma pauvre petite moi, a-t-elle déclaré. Puis ils jetèrent un coup d'œil dans le salon, et là, Monsieur le sorcier dormait profondément malgré le tremblement de terre. Rudolf pouvait à peine s'empêcher de rire. Il avait l'air si drôle avec sa bouche grande ouverte, son nez très rouge et ses cheveux pendant sur son visage. Babette souleva le tapis en peau d'ours et en sortit le lourd livre. Mais, dès qu'elle toucha le livre, le sorcier se réveilla et la saisit par le bras et se releva avec de nombreux jurons. Lorsqu'il aperçut Rudolf, il lâcha le bras de Babette et tenta de saisir le jeune homme. Rudolf était parfaitement préparé et le repoussa de toutes ses forces.
Un combat de lutte commença, et il aurait pu mal se terminer pour Rudolf, car son adversaire était extrêmement fort et agile, mais il bénéficiait d'une aide inattendue. Les corbeaux sont entrés par la fenêtre et se sont battus contre l'adversaire de Rudolf, l'aveuglant presque. Les chats se tenaient sur le placard, le dos relevé et les poils hérissés, prêts à rebondir si nécessaire. Les coqs et les poules se pressaient sur le rebord de la fenêtre dans des attitudes guerrières. Pendant ce temps, les vapeurs de la bougie de sapin que Babette avait allumée remplissaient la pièce, et Monsieur Louchieux ne supportait pas l'odeur du sapin brûlé. Il devenait de plus en plus faible et de plus en plus confus, et finalement Rudolf le renversa avec une telle force qu'il en fut partiellement abasourdi. Rudolf prit alors l'herbe des bois des mains de Babette et, lorsqu'il la toucha, elle s'enroula dans ses mains pour former une corde solide. Il ligota l'homme avec l'aide de Babette et le bâillonna avec le mouchoir de Merroll. Tous deux le traînèrent ensuite dans le bois et l'attaquèrent au plus grand des sapins, comme Merroll l'avait ordonné. Puis ils allèrent chercher le livre magique et le placèrent sous le sapin déraciné, qui se releva aussitôt comme si de rien n'était, enfouissant le livre sous ses racines. Ils regardèrent l'homme qu'ils avaient attaché comme un martyr à l'arbre. Il ne pouvait pas jurer ni jurer puisque sa bouche était bouchée, mais il roulait des yeux et plissait si violemment qu'il était horrible à regarder. Puis Rudolf et Babette s'enfuirent ensemble. À bout de souffle, ils couraient et couraient. Babette avait peur que les vieux yeux louches ne disparaissent après tout. Il était si maigre et nerveux, et elle n'avait plus envie de le servir. Ce n'est que lorsqu'ils arrivèrent à une route principale à travers les bois menant au château d'Eppenheim qu'ils s'arrêtèrent pour se regarder. Alors l'impétueuse Babette, elle était encore à moitié enfant, rappelez-vous, se précipita vers Sir Rudolf et l'embrassa. Elle est devenue rouge et blanche lorsqu'elle a réalisé ce qu'elle avait fait. Je n'ai pas pu m'en empêcher, a-t-elle déclaré. Tu es si chère. Je te suis très reconnaissante pour tout ce que tu as fait pour moi, une jeune fille inconnue et même invisible. S'il vous plaît, ne vous excusez pas. Très chère dame, dit-il. Je l'ai beaucoup aimé. Tu ne m'en donneras pas un autre? Jamais, dit fermement Babette. Les événements ultérieurs l'ont cependant amené à revenir sur cette décision. Rudolf ne répondit pas, mais lui tendit son bras, qu'elle prit timidement, le regardant de temps en temps avec ses yeux de cerf aux longs cils frangés. Malgré son état de haillons et de désordre, elle ressemblait à une princesse, et lui, dans ses beaux vêtements, souillés et déchirés, ressemblait néanmoins à un véritable prince de conte de fées. Il l'a emmené directement chez elle au château d'Eppenheim, et vous pouvez imaginer l'excitation là-bas. Le comte serrait Babette dans ses bras et pouvait à peine parler d'émotion. Puis il se tourna vers Rudolf et lui dit, « Nous ne pourrons jamais vous récompenser assez. Je n'aurai besoin que d'une seule récompense, c'est la petite fille elle-même, a déclaré Rudolf. La comtesse pleurait et pleurait sur son enfant chéri, et disait qu'elle ne la gronderait plus jamais. L'infirmière dit, « Eh bien, Miss Babette, vous avez l'air très bien, c'est sûr, et de rentrer à la maison avec un si joli jeune homme aussi. Montez avec moi et laissez-moi vous faire le ménage et le rangement. » Et Babette n'était que trop heureuse de le faire. Une grande compagnie de serviteurs fut envoyée par le comte pour capturer le soi-disant sorcier. Mais ils ne trouvèrent ni les sapins portant la marque, ni l'homme, ni la chaumière en bois. Depuis ce jour, ni Babette ni Rudolf ne les ont revus. Je ne peux pas dire qu'ils étaient totalement désolés. Les papiers prouvant la filiation de Babette furent jugés en règle,
Et le nom et la fortune de son père devinrent les siens, de sorte qu'elle n'était plus pauvre, ne méprisait plus Babette, la petite fille de la sorcière, mais une jeune fille de bon rang et de bonne naissance avec un argent d'argent de $1000. Sa propre. Peu de temps après, il y eut un grand mariage à Eppenhain, et jamais deux mortels plus heureux que Rudolf et Babette ne vécurent ce jour-là, et, espérons-le, pour toujours. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.